Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis un peu déçu parce qu'hier matin, en arrivant, c'était pas mal plus rempli que ça. Mais un économiste à 9 h du matin, ça donne ça. Donc voilà, je suis habitué. Mais non, écoutez, ce qu'on va faire, on va vous parler un petit peu de politique économique, politique budgétaire, surtout politique fiscale. Je suis accompagné d'André Fortin, mon adjoint parlementaire, et qui joue un rôle très important. Et je pense que c'est important pour moi de le souligner ici, parce que le rôle de l'adjoint parlementaire en soi est un rôle, à mon avis, très important, surtout quand, comme dans mon cas, on a 2 ministères, donc ça aide un peu les choses. Mais au-delà de ça, c'est très utile de 2 façons. En tout cas, André fait ça très bien de 2 façons additionnelles. D'abord, c'est le lien avec le caucus, pour qu'on puisse avoir un bon feedback de la part du caucus, mais aussi un lien direct avec vous, avec les militants, avec ce que donc la base du parti veut nous transmettre. Et je profite aussi de l'occasion, parce que c'est aussi important pour moi, je ne sais pas s'il est ici, mais de souligner le travail que Jérôme Turcotte a fait et que j'espère qu'il va continuer de faire. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui, beaucoup d'échanges en termes de politique fiscale. J'ai toujours apprécié ces échanges-là. Et je pense pour nous, si on va aller plus loin en termes de politique publique, on a besoin du support de nos militants. Alors, je voulais juste dire ça en partant. Bon, alors... Donc, j'ai déjà pris 2 minutes. On m'a dit que j'avais seulement 15 minutes. Ça va aller mal, comme ça. Quel était notre point de départ? Et je pense que c'est ça qui est important de le souligner. Et c'est aussi important de souligner ce qu'on avait fait, ce qu'on avait écrit dans notre plateforme électorale. Je pense qu'on vous a tous distribué ce petit dépliant qui est très bien fait. Je pense qu'il a été fait surtout par des jeunes, parce que c'est un peu petit, là, je n'arrive pas à lire. Mais en tout cas, ça va. On peut baisser les lunettes et y arriver. Mais c'est important d'avoir ça comme point de départ. Et si vous me permettrez, j'aime pas beaucoup faire de la lecture publique, mais je pense que c'était très important le tout premier paragraphe qu'on avait ici. Déjà en 2014, on disait que notre défi, c'est que le Québec est en situation précaire au chapitre des finances publiques. Maintenant, on a fait de grands pas en avant, la situation n'est plus précaire. Notre dette publique est la plus élevée de toutes les provinces canadiennes. C'est important de continuer de marteler sur ce point-là. La dette, maintenant, elle commence à baisser, mais elle est toujours la plus importante de toutes les provinces canadiennes. Ça ne veut pas dire que maintenant on ne fait plus rien, on est paralysé par la dette. Non, on gère la dette, on la gère très bien, mais il faut être conscient qu'on paye 10 milliards de dollars par année en service de la dette. Et ça va continuer. Donc, ça limite un peu notre champ d'action. Il faut qu'on soit capable de fonctionner à l'intérieur de cette contrainte qui est une dette publique élevée. Ceux qui prétendent que la dette, c'est pas important, ils se trompent, ils ne savent pas compter et ils se trompent vraiment beaucoup. Alors, je continue. Donc, les contribuables supportent un lourd fardeau fiscal. C'est vrai. Le fardeau fiscal au Québec est élevé en grande partie parce que la dette est élevée. Si on avait la même structure de dette que nos voisins, que la moyenne des provinces canadiennes, je ne vais pas vous lancer trop de chiffres, mais ça serait à peu près 2 à 3 milliards de moins en paiement d'intérêt, si on avait la même structure de dette. Donc, parce qu'on a accumulé une dette élevée, des décisions de tous les gouvernements passés, on a maintenant aussi un fardeau fiscal important. Donc, il faut qu'on le comprenne aussi. Alors, afin que la classe moyenne puisse à nouveau aspirer à un avenir meilleur, nous devons bâtir une économie forte et créatrice d'emplois. Et c'est ça. Pour nous, la façon de générer, ou de créer les conditions qui vont mener à une économie forte dans l'avenir, qui puisse donc soutenir nos services publics, c'est, en partant, la base de tout ça, ce sont des finances publiques saines. Si nous avons réussi à faire depuis 2 ans, assainir les finances publiques, nous créons une fondation très solide pour ce qui va se passer dans les 2 et dans les 20 prochaines années. Mais le point de départ, ce sont des finances publiques solides. Donc, ce n'est pas une fin en soi. On ne fait pas ça parce qu'on aime l'équilibre budgétaire. On est très content d'avoir 2 colonnes de chiffres qui s'équilibrent. Ce n'est pas ça. C'est pour nous donner la base, la fameuse fondation de la maison, la fondation solide, pour qu'on puisse maintenant
rénover la maison. Notre maison, notre économie a besoin d'être rénovée, d'être modernisée, et on ne pourrait pas penser le faire si la fondation était en difficulté. Donc, il fallait tout d'abord avoir une fondation très solide, ce que nous avons fait depuis 2 ans, et je profite aussi du moment, André va vous expliquer comment ça a été fait, mais je profite aussi du moment pour vous dire que tout ça a été fait grâce à 2 choses. D'abord, l'engagement du gouvernement, donc collectivement, une personne seule, bien sûr, que ne pourrait pas faire ça, l'engagement du gouvernement. Et pour que cet engagement-là se fasse, il nous faut, c'était ça, je pense, qui manquait dans des exercices précédents, il nous faut un chef qui soit très clair là-dessus et qui nous donne le support et la direction nécessaire pour y arriver. Ça a été essayé dans le passé, mais après 1 an et demi, bon, on commençait à déraper. Vous voyez, il y a des personnes qui protestent dans la rue. Il y a des médias qui ne sont pas très contents avec nous. Alors, on commençait bon, on va attendre un peu. Non. Il nous fallait la direction claire qui nous a été fournie par notre chef. On nous a gardés dans le droit chemin, si je peux ainsi dire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. N'oublions pas non plus que notre point de départ était un déficit appréhendé de 7 milliards de dollars. En arrivant, quand on a regardé l'évolution, surtout des dépenses, on s'est rendu compte que si on ne faisait rien, on se trouverait avec un déficit de 7 milliards. Nous sommes trouvés maintenant avec des finances publiques équilibrées et même un surplus de 2 milliards. Donc c'est tout un retournement de situation qui a été accompli grâce au travail de tout le monde, avec le support des militants. Et je reviens encore à Jérôme Turcotte, qui nous a beaucoup aidés dans nos moments de décision, à avoir un feedback important de ce que la base militante souhaitait. Donc, c'est très important, ça aussi. Donc, nous avons accompli ce changement de déficit appréhendé de 7 milliards à un surplus de 2 milliards grâce aux efforts de tout le monde. Et tout ça, avec une économie en croissance. Il y a 130 000 emplois de plus aujourd'hui, au 31 octobre, qu'en avril 2014. Là. Quand nos amis disent dehors que les emplois, 250 000, blablabla, vous n'y arriverez jamais. Mais voyons donc, on est à mi-chemin. On avait dit 250 sur 5 ans. On est à 2 ans et demi, 130 000. 130 000, ça... Oui, je sais compter, oui. On est à peu près là où on avait dit qu'on serait. Donc, c'est pas vrai que la rigueur budgétaire, l'austérité, que la rigueur budgétaire, c'est pas vrai que cela a eu un effet néfaste sur l'économie. Si c'était vrai que la solution miracle, et là je dis, combien de temps j'ai déjà? Oh boy. Si c'était vrai que la solution miracle pour faire croître une économie, c'était des déficits après déficits, aujourd'hui, l'Alberta aurait la croissance économique la plus élevée au Canada ou aux Terre-Neuve, ou même le Canada avec ses déficits importants. Non. Quand il le faut, des fois, ça peut se comprendre, mais ce n'est pas parce qu'on a des déficits qu'on va nécessairement avoir une croissance économique rapide. La croissance provient de l'investissement qui provient de la confiance des entreprises et des particuliers. La base de la confiance, ce sont des finances publiques solides. Si on a ça, on peut espérer avoir une croissance rapide. J'arrête ici. André, tu pourras continuer sur ce qu'on a fait et je vous reviens après avec une petite conclusion. Merci. Très bien. Je vais commencer en disant un petit mot sur mon ami Carlos, parce que Carlos ne prend jamais le temps de parler de lui-même. Officieusement, ça fait à peu près 2 ans qu'on a la relation adjoint et ministre. Donc, 2 ans, 2 budgets, 2 consultations prébudgétaires, 2 mises à jour. J'ai eu la chance de voir Carlos travailler et je dois vous dire que c'est une des personnes les plus dédiées au service public que j'ai rencontré. Ce qu'il fait, il le fait de façon honnête, il le fait de façon sans prétention et j'apprécie énormément de travailler avec Carlos Letao. Alors, le chemin qu'on a parcouru, malheureusement, comme Carlos le disait, il s'est commencé avec un déficit de 7 milliards de dollars. Et si on le répète, si on en parle à répétition, c'est parce que, premièrement, c'est vrai, mais deuxièmement, c'était choquant comme situation parce qu'on prenait le relais d'un parti qui se disait en faveur de l'équilibre budgétaire, d'un parti qui se disait
qui avait un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire rapidement. Alors, on s'est dit, bien, il doit y avoir une certaine rigueur à l'intérieur de leur contrôle des finances publiques. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Malheureusement, oui, il y avait un budget, mais non, il n'y avait pas de crédit. Alors, pour la première année, pour 2014-2015, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait un manque à gagner de 5,9 milliards. Et pour la deuxième année, pour 2015-2016, il y avait un manque à gagner de 7,6 milliards de dollars. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand Nicolas Marceau, et on se souvient tous de sa clip à Radio-Canada, quand il nous a dit « Oui, c'est vrai, j'avoue, on n'a pas été bon », ce qu'il nous dit, c'était « Oui, c'est vrai, on a été carrément désastreux pour les finances publiques du Québec ». Et le résultat de tout ça, c'était 7,6 milliards de déficit qui s'en venait. Et c'était une menace directe au principe d'équité intergénérationnelle dont on parle depuis hier. Et moi, je ne suis pas économiste. L'économiste, il est ici à côté de moi, mais je comprends l'effet d'une dette trop haute. Et je n'ai pas autant d'expérience que mon collègue, et ça, c'est une façon polie de lui dire que je suis pas mal plus jeune que lui. Mais je comprends l'importance du principe d'équité intergénérationnelle. Ce qu'on a fait hier ensemble, de l'inclure dans le livre des valeurs du Parti libéral du Québec, avec toutes les autres, avec le respect de la démocratie, l'identification au Québec, l'appartenance canadienne, la justice sociale et les autres, c'est extrêmement important parce que pour moi, pour les députés qui sont de ma génération, pour tous ceux ici dans la pièce qui sont de ma génération, bien, on l'a tatoué sur le cœur, l'équité intergénérationnelle, on sait ce que ça veut dire. Alors que d'ajouter... que d'ajouter 7,6 milliards à la dette, d'augmenter les paiements d'intérêts et de ce faisant, hypothéquer l'avenir de mes filles. Bien, moi, j'avais un problème avec ça, mais heureusement, il y avait des gens comme Carlos Letao, il y avait des gens comme Martin Coiteux, comme le premier ministre, qui nous ont arrivés avec un plan ambitieux, un plan difficile, un plan exigeant. Ça, on ne s'en cache pas, c'était exigeant pour beaucoup de gens au gouvernement, beaucoup de gens au Québec. Mais le plan qu'on avait pour les finances publiques et le plan pour l'économie qu'on avait, bien, il nous a permis, comme Carlos le dit souvent, de remettre la maison en ordre. Il nous a permis de relancer l'économie partout au Québec. Et oui, on est dans une meilleure situation aujourd'hui qu'on l'était. Grâce à ce que Carlos appelle l'intégrité financière, moi j'ai un autre terme pour ça, ça s'appelle 2 budgets équilibrés consécutifs. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut mieux contrôler notre dette. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut réduire le fardeau fiscal des Québécois. Grâce à ça, aujourd'hui, on peut dépenser de façon appropriée dans nos services publics au Québec. Alors, on a retrouvé cette liberté de choix-là qu'on avait perdue, cette liberté de faire nos choix libéraux. Alors, je suis ici, moi, pour vous parler de la mise à jour. J'avais comme oublié un peu. Mais la mise à jour qu'on a publiée au mois d'octobre, elle vous dit quoi? Elle dit qu'on fait le choix, maintenant qu'on a cette liberté de choix-là, on fait le choix de l'éducation. Et moi, je me souviens, ceux qui étaient à Drummondville, Hélène David et Sébastien Proulx avaient une présentation un peu comme celle-là, et il y avait un PowerPoint, il était mieux équipé que nous autres, il y avait un PowerPoint, puis il y avait un genre d'hexagone ou un pentagone, quelque chose comme ça, qui nous parlait de leurs priorités pour arriver où on veut en éducation. Et moi, je me souviens d'avoir entendu les mots « réussite scolaire », d'avoir entendu « alphabétisation », d'avoir entendu une formation adaptée aux besoins du marché du travail. Bien, la mise à jour, elle confirme 4,6 d'augmentation du budget de l'éducation de l'enseignement supérieur cette année et 3,5 pour l'année prochaine. 3,5 d'augmentation du budget en éducation, c'est ce qu'on avait choisi tous ensemble, c'est ce qu'on avait dit, 3,5 ça nous donne les moyens de donner le système d'éducation, le système d'enseignement supérieur qu'on veut pour nos parents, pour nos enfants. Et on est arrivé à 3,5 cette année dans la mise à jour économique. La mise à jour, elle dit qu'on fait le choix de la santé. Et Gaétan Barrette pourra vous décliner au cours des prochaines semaines exactement dans le détail ce que ça veut dire, mais essentiellement, on fait le choix d'investir dans les soins intermédiaires, on fait le choix d'investir dans les soins à domicile, d'investir dans nos CHSLD. Et quand on parle de soins à domicile, de CHSLD, souvent on parle d'une clientèle qui est un peu plus vulnérable. On parle de la valeur de justice sociale, qui
qui est affiché sur le mur là-bas. La mise à jour, elle fait le choix des régions. Elle nous dit, oui, ça va bien en région. Oui, il y a des régions, la plupart des régions, où le taux de chômage diminue au Québec. Mais on a besoin de se donner les outils de développement économique pour continuer dans cette voie-là parce qu'on n'est pas satisfait. Le jour où un politicien est satisfait, le jour où un parti politique est satisfait, il n'y a pas sa place. Alors nous, on dit on veut aller plus loin, on veut continuer, on veut que chacune de nos communautés, chacun de nos villes et villages réussissent. Et finalement, la mise à jour économique, elle fait le choix des baisses d'impôts. Et ça, c'est le choix qu'on avait fait ensemble. En 2014, moi, je me souviens d'avoir fait du porte-à-porte en disant aux gens, on va éliminer la contribution santé. Et quand on est arrivé au pouvoir, on n'avait pas toute la liberté pour le faire immédiatement. On a dit, on va le faire en 2019. Bien, puis maintenant. Maintenant, le 1er janvier 2017, qu'on payait 100 $, qu'on payait 200 $, qu'on payait 1000 $ en contribution santé, dans 48 jours, il n'y a plus personne au Québec qui va payer la contribution santé. Et ça, c'est une promesse qu'on avait faite ensemble. Alors, ce document-là, c'est le document qui reflète nos choix. Les choix qu'on peut faire grâce à cette liberté-là retrouvée, les choix qui vont être basés sur les valeurs qu'on partage tous. Merci beaucoup. Je pense que Carlos veut revenir et parler d'économie un peu, et puisque c'est selon Jean-François Lisée, c'est un des meilleurs économistes au monde, donc je vais le laisser continuer. Malheureusement, il n'a plus beaucoup de temps, mais ça va. Donc, je vais m'éloigner du chronomètre, comme ça je ne peux pas voir qu'on n'a plus de temps. Écoutez, non, on va vous laisser aussi un peu de temps, que vous pouvez nous poser quelques questions. Une question. Un petit peu de dialogue. On m'a dit qu'on avait 1 heure. Alors, voilà. 1 heure? Oui? Non. Écoutez, en conclusion, ce que je veux vous dire, je pense que pour moi, ce qui est le plus important, c'est que nous sommes en train de faire exactement ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Nous sommes en train de faire exactement ce qu'on avait dit, c'est-à-dire mettre la maison en ordre pour que cela puisse servir de base solide pour l'avenir, pour la construction, pour la modernisation de notre économie. Et nous avons besoin de moderniser notre économie, d'adapter notre économie au changement. Changement non seulement technologique, et là je pourrais partir sur une tangente Trump et tout ça, l'élection américaine, le libre-échange, la grogne de beaucoup de personnes. Une bonne partie de cette grogne, qu'il faut être conscient, provient du changement technologique. Donc, il faut qu'on soit équipé pour faire face à ça. Il faut qu'on soit équipé pour faire face aussi au profond changement démographique chez nous. Nous avons une population active qui est en train de diminuer lentement. Pas croître, mais diminuer. Ça pose des défis importants aussi. Donc, tout ça est très important. Mais parce que la maison est en ordre, nous avons la possibilité de penser à des politiques publiques suffisamment fortes pour adresser ces questions-là. Et je ne les vois pas nécessairement comme je ne suis pas défaitiste, là. Je vois ça d'ailleurs comme des opportunités de croissance future. Les jeunes, excusez-moi, vous êtes très importants, bien sûr, mais les vieux aussi. Et donc, en termes de politique de main-d'œuvre, par exemple, oui, nous devons nous assurer que tout le monde participe au marché du travail. Et ça veut dire aussi les travailleurs d'expérience. Ce n'est pas les vieux. Les travailleurs d'expérience qui, eux aussi, puissent participer au marché du travail. Et d'ailleurs, s'il y a un endroit où on est très différent de nos voisins nord-américains, c'est le taux de participation au marché du travail des personnes de 55 ans et plus. Donc, je pense qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus. Mais ce que je veux dire vraiment en conclusion, c'est que nous avons un plan. Ce plan fonctionne, ce plan donne des résultats et ce plan est responsable. Nos amis de la deuxième opposition promettent toutes sortes d'affaires, mais c'est complètement irresponsable leur plateforme, si on peut appeler ça une plateforme. Ils promettent de réduire les impôts de façon massive. Ah oui? Et puis, où tu vas chercher l'argent? Il n'y aurait pas de déficit. On va le piger dans le fonds des générations. Ah oui? Vraiment? C'est ça ce que tu veux faire? Et je pense qu'on pourrait avoir une bonne discussion sur le fonds des générations, que je trouve est un outil extrêmement important pour nous, étant donné notre niveau d'endettement et étant donné nos défis démographiques et autres. Donc non, on ne va pas piger dans le fonds de génération. Le fonds de génération, c'est pour les générations futures. C'est d'ailleurs une création, une proposition de l'aile jeunesse du Parti libéral. Alors,
Alors, nous avons un plan qui fonctionne, un plan qui est responsable, un plan qui va donner des résultats. Et avec vous, avec votre aide, avec votre soutien, avec votre feedback, on va réussir. Parce qu'une chose que je retiens de la présentation d'hier de M. Carter, c'est ce qu'il appelait the absence of reality consensus. Nous sommes dans un monde qui est extrêmement difficile. Oui, on peut être des experts super géniaux, mais chacun peut sortir des chiffres qui vont contredire les chiffres des autres. Alors, il faut qu'on soit très proche de la population. Il faut qu'on adresse les enjeux très particuliers de tout le monde. Et ça commence par des finances publiques solides, ce que nous avons accompli au Québec en seulement 2 ans. Merci beaucoup.